I just want to say thank you to Phil Lyons, who is sitting right here. He's the reviews editor of Derrida Today. He has done the translation of Marc Crépon's talk today, and it will also be published in the Derrida Today journal. So thank you very much. So as we all know, due to the pandemic, the 7th Derrida Today conference, which was to be held in France in June 2020, was postponed. At this time, it had only just begun, the pandemic, but talking to medical people who worked in the infectious diseases hospitals and looking at the Johns Hopkins map, I knew that COVID-19 was not going to be isolated to Italy, which it was at the time. It had already started to spread to France. It was an absolute horrible decision to have to postpone the conference, but at the time I felt it was the right thing to do. But Marc Crépon was scheduled to talk at that conference in 2020. It was a sad moment. So I was totally delighted that he responded to my email with a positive yes to keynote at this conference in Washington, DC. Let me tell you about Professor Crépon. He is Professor of Philosophy at the École Normale Supérieure in Paris, the Research Director of the Herzl Archives. He is one of France's leading voices in contemporary political and moral philosophy, and along with a long list of books, among other titles, he is the author of The Thought of Death and the Memory of War by Minnesota, and The Vocation of Writing, Literature and Philosophy in the Test of Violence by SUNY, Murderous Consent, and the Desire to Resist a Critical Spirit, Murderous Consent and the Desire to Resist a Critical Spirit of Our Time, which was recently published in February by Odile Jacob. And I'm so grateful that he is here today, and I've read his paper and you're in for a real treat. Okay, thank you. Thank you very much, Nicole. Well, I want to thank you, Nicole, and to thank all the Derrida Today team for this amazing event and the chance we have to spend 4 days all together thinking with Derrida and on Derrida. And I would just begin with an anecdote before saying my presentation, which I will do in French. Okay, we had the discussion, I could have done in English, but we had the discussion with Nicole a long time ago, and she told me, maybe we will have this time a keynote in French. And so, but I would have liked to make this possible for everybody, and so you have the translation in English available, and also the text in French, and you want to follow it in French, it's easier. The anecdote is the following. A few years, let's say, it was in 2002, so that's 20 years ago. 20 years ago, a book was published in France entitled Heidegger en France, and there were 2 volumes. One was recollecting the history of French Heideggerianism, and the second volume was a collection and interview. And Derrida, of course, was one of the philosophers interviewed in this volume. And there was an event in Paris around this publication, and Derrida was there, and they to a round table, and they needed to the round table a young guy, a young philosopher to be part of it, and they invited me, and it was probably my first memory with Derrida, sharing with him an event and a round table. And I say that because at one moment, of course, sometimes in the public ask Derrida, how is Heidegger important for you? And Heidegger told something, and Derrida told something, and Derrida thought, Heidegger, he's a guy who is all the time behind my shoulder, and he's observing what I am writing and what I am doing, even when I don't write about him. And I would say that in a certain way, Derrida is exactly the same for me. He is all the time behind my shoulder. And somebody asked me, it was a wonderful question yesterday, do you miss him? Okay, I don't knew him very well as some people in this room knew him, but during the last years of his life, we had many occasions to share events. But what I know, it has really missed him because I would have liked to discuss about my work with him because this work is so inspired all the time by him. And so, as you will see, my paper, my presentation is not exactly
a presentation on Derrida, even he's all the time in the paper, but it's a really, and you, all of you know Derrida very well, you will feel, I hope so, how is the source of the inspiration in any pages of this event. So, now in French. L'inconditionnelle condition de la paix. Depuis bientôt 20 ans que Jacques Derrida n'est plus là pour commenter au fil des jours ce qui nous tombe dessus, nous sidère, nous angoisse et requiert la pensée. Il m'arrive souvent de songer à lui comme cette parole qui nous manque pour affronter la violence des temps. Qu'aurait-il dit de la crise des migrants, du durcissement des conditions de l'hospitalité avec ses conséquences tragiques que nous ne devons pas oublier, du droit de vie et de mort que signifie la fermeture des frontières? Comment aurait-il réagi à cette montée inexorable des populismes xénophobes que ces réflexions sur l'Europe nous enjoignaient déjà de redouter il y a 30 ans dans l'autre Cap? Et aujourd'hui? Comment aurait-il affronté la guerre en Ukraine, la faillite des institutions internationales dont il appelait la transformation de ses voeux, et avec elle, l'impuissance du droit privé de la force, leur incapacité commune à suspendre, sinon stopper la guerre qui frappe aux frontières de l'Europe, à enrayer son cortège de destruction, ses crimes de guerre, dont les témoignages horrifiants nous parviennent jour après jour. Pour autant, son absence ne nous démunit que partiellement. Car si la voix d'un philosophe disparu est toujours une voix qui manque, il en est comme Derrida dans les textes qui nous restent, les analyses qu'il propose, les concepts qu'ils auront risqués, sont autant d'armes critiques pour résister à la mélancolie de l'histoire avec ce qu'elle suppose de paralysie de la pensée. Ce n'est pas autrement que nous en héritons. C'est ainsi, pour ma part, que je vis avec ces livres, ces séminaires, ces conférences. Ils ne sont jamais loin. Il n'est même plus besoin de les citer, dès lors que rien de ce qui s'écrit ne se ferait sans lui. Ce qui est chaque fois un sujet d'étonnement, c'est que ces pensées n'appartiennent pas au passé. Rien n'est révolu. En d'autres termes, qui lui ressemblent, c'est encore et toujours de l'avenir qu'ils nous parviennent. Lire Derrida, c'est peut-être alors être fidèle à ce qui, dans cette pensée, nous fait signe vers cet avenir, sa promesse et sa menace, sa chance et son risque. Qu'aurait-il dit donc de la paix et de l'hospitalité? Il est fort à parier qu'il nous aurait enjoint de relire le projet de paix perpétuelle de Kant. Il l'aurait relu, comme il l'a fait dans le séminaire Hospitalité, une fois de plus, avec nous et pour nous. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, requis par les urgences du moment, c'est donc signifier une dette, en relevant modestement le défi que pourrait présenter l'engagement d'une telle lecture avec lui et après lui, aussi près que possible de ce que ces questions de responsabilité nous auront appris à penser de l'Europe, de l'hospitalité, de la guerre et de la paix, de la souveraineté, des institutions internationales, de la démocratie, autant dire d'une justice à venir dont nous peinons à croire que depuis sa disparition, l'horizon ne s'est pas un peu plus obscurci. On ne reconduira jamais assez la construction européenne à l'espérance qu'il a portée, celle d'une paix durable entre des nations qui n'avaient cessé des siècles durant tantôt de s'allier, tantôt de se brouiller au gré de leurs intérêts pour se faire la guerre. On aurait eu tort pourtant d'imaginer que le spectre de conflit qui viendrait séparer ce qui s'est laborieusement uni s'était éloigné. Sans doute, ces derniers mois,
Une partie de cette espérance s'est-elle évanouie et le rêve européen s'est-il fracassé sur la guerre en Ukraine? Mais ce fut déjà le cas dès 2015, avec la crise des migrants, la réapparition de barbelés aux frontières des États, la longue cohorte des déshérités jetés sur les routes d'Europe avec la terreur d'être refoulés, la discordance et la vindicte des discours, la brutalité des autorités, tout cela a ravivé les divisions. S'il est vrai, comme le rappelle Derrida lisant Kant, que, je cite, « On ne doit jamais renvoyer un étranger si cela peut conduire à sa perte », c'est peu dire que partout dans le monde, en Europe comme aux États-Unis, les démocraties n'auront eu que faire de ce devoir. Même si ces divisions internes à la communauté européenne entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, n'ont pas amené la guerre, elles ont été et sont encore une source de tensions qui ne sont pas prêtes de s'apaiser. Les souverainistes de tous bords y ont trouvé prétexte pour exiger toujours plus de contrôle et de fermeture, nourrissant l'imaginaire populaire de leurs fantasmes, identitaires, exclusifs et discriminants. Autant dire que le spectacle de la détresse des uns, conjointe à l'hostilité des autres, ne saurait être tenu depuis longtemps pour un signe et encore moins pour un facteur de paix. Car rien de tout ceci n'était étranger à l'histoire de l'Europe. Et l'on est surpris que les peuples européens, à l'exception de ceux et celles qui tiennent le cap d'une solidarité exemplaire, je parle là des individus, et leurs dirigeants, on s'est surpris que les peuples européens et leurs dirigeants aient la mémoire si courte. On s'étonnera toujours que, d'une part, d'aucuns puissent encore s'imaginer qu'une telle logique, celle de la clôture et de l'enfermement, pourrait apporter autre chose à terme qu'un surcroît d'injustice et de misère. D'autre part, qu'ils oublient ou fassent mine d'oublier que dans le contexte des crises migratoires, l'octroi ou le refus de l'hospitalité s'apparente plus que jamais à un droit de vie et de mort, au risque donc de cette perte de l'étranger dont parlait Derrida, refoulé ou expulsé, condamné, aussi étendu et variable que soit le concept de perte, comme Derrida ne manquait pas de le rappeler dans son séminaire, et comme ne cessent d'en jouer les politiques européennes en refusant de tenir le renvoi à des conditions de vie indécentes, la misère, la famine, comme une perte justifiant l'obligation de l'accueil. N'est-ce pas cela pourtant que nous rappelle depuis des années la succession des drames sur les rivages de la Méditerranée et de la mer Égée, quand ce n'est pas sur les routes d'Europe dans des camions frigorifiés? Il se pourrait bien dans ces conditions que tenir la position intransigeante, quand elle n'est pas hostile, voire belliqueuse, d'un déni absolu des formes les plus élémentaires de l'hospitalité, revienne, ni plus ni moins qu'en temps de guerre, à s'abandonner aux plus aveugles des consentements meurtriers. Cela fait-il de l'hospitalité une inconditionnelle condition de la paix? Nombreux sont ceux qui seraient tentés aujourd'hui de soutenir la thèse inverse, convaincus que la crise des migrants venus de Libye, de Syrie et d'Irak constitue une menace pour la civilisation européenne, qu'ils identifient activement à son héritage judéo-chrétien. La fermeture des frontières est à leurs yeux la seule défense adaptée pour se protéger de ce qu'ils perçoivent comme une invasion. C'est alors, par anticipation, que l'étranger est traité en ennemi. Mieux, ce sont sa religion et ses mœurs qui exigent de le tenir pour tel, dès lors qu'elles ne lui permettront pas de se tenir à sa place. Se tenir à sa place. Se tenir à sa place, c'est le présupposé de ces conditions de l'hospitalité dont Derrida nous aura appris à penser que si leur détermination juridique n'entre pas en tension avec le principe d'une hospitalité inconditionnelle, il n'est plus de limite aux pertes meurtrières dont elles s'accommodent en pleine connaissance de cause.
en pleine connaissance de cause. Voilà pourquoi les turiféraires d'une identité européenne dont Derrida fut le premier à se méfier peuvent exiger de l'Europe qu'elle se mure en forteresse. Toute position, tout engagement inverse au nom des droits de l'homme, du respect de la dignité humaine ou de principes humanitaires, comme la responsabilité de l'attention, du soin et du secours, qui exigent partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui, reviendrait à leurs yeux à la désarmer. Et ce n'est pas un vocabulaire, ce n'est pas un hasard si le vocabulaire prend ici des accents guerriers. Sa militarisation constitue, à n'en pas douter, l'un des éléments de cette sédimentation de l'inacceptable qui, au gré de propagande nationaliste et xénophobe, a fini par imposer dans les esprits la perception des étrangers, à commencer par ceux qui sont venus et continuent d'arriver de l'autre rive de la Méditerranée, comme des ennemis. Mais cette paix que promettent les tenants de l'exclusion, n'est-elle pas d'emblée mortifère et à ce titre parfaitement illusoire? Ce qu'elle laisse présager, n'est-ce pas aussi bien des tensions internes qu'externes, la chasse aux étrangers, avec tous les ferments de haine qu'elle implique et le durcissement des relations avec une partie croissante du reste du monde? Et si les droits de l'homme et le respect de la dignité qu'on évoquait à l'instant sont susceptibles de garder encore quelque sens, n'est-ce pas ruiner leur crédit que les invoquer quand c'est commode pour condamner les crimes des autres et les envoyer aux oubliettes de l'histoire quand il s'agit chez soi de refuge et d'asile? Quelle est donc la relation entre paix et hospitalité? Comment la penser aujourd'hui? Dans les pages qui suivent, on tentera de répondre à ces deux questions croisées en relisant l'essai auquel il revient d'avoir établi ce lien de façon définitive. Et il s'agit de ce projet de paix perpétuelle que Kant publie en 1795, dont on rappellera qu'il fait de l'hospitalité l'une de ses conditions nécessaires. On le fera en écho aux analyses que lui consacre Derrida dans le séminaire Hospitalité. Commençons par en relire l'exergue, avec toute l'attention qu'elle mérite. Ironie de l'histoire, le texte paraît peu de temps avant que, pour une durée de près de 20 ans, l'Europe ne soit mise à feu et à sang par les guerres napoléoniennes, transformant déjà quelques plaines d'Europe en grands cimetières sous la Lune. Alors cette dédicace, vous vous en souvenez peut-être, vous la connaissez peut-être, elle est très ironique. Et là, je vais faire un truc que j'ai appris de Derrida à faire, c'est-à-dire prendre une phrase et puis se demander en combien de sens on peut la comprendre. Premier sens, deuxième sens, troisième sens. Vous savez qu'il fait ça tout le temps, prendre une phrase et puis commencer par la faire tourner en regardant en combien de sens. Alors moi, c'est même pas une phrase entière, c'est à la paix éternelle. À la paix éternelle, c'est la dédicace de Kant, ironique, au début du projet perpétuel. Donc, à la paix éternelle. L'expression mérite qu'on s'y attarde, tant elle semble porter l'avertissement suivant, qui constitue peut-être le cœur du problème de la paix. Et si la paix était mortifère? Et si elle portait toujours en elle l'ombre de la mort, quand elle ne remplit pas les conditions que Kant énonce, à commencer par celle de l'hospitalité? Il y a en réalité deux façons d'entendre cet exergue. La première revient à dire qu'il n'y a de paix absolue, inconditionnelle, que dans la mort. Ou encore que la vie porte en elle la guerre, le conflit, et qu'il est vain de vouloir les éradiquer, sauf à nier en idéaliste, et non sans quelques soupçons de niaiserie, ce qui fait l'essence de la vie. Cela n'a rien d'anodin. Et l'histoire de la pensée au 19e, au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui ne manque pas de théories, de discours fondamentaux ou appelés par les circonstances qui auront sacralisé les vertus de la guerre comme essence de la vie, raillant du même coup la paix et les discours de paix comme étant toujours utopistes, irréalistes, idéalistes, voire même comble du retournement nihiliste.
La seconde façon de comprendre cette étrange idée selon laquelle la paix serait mortifère est de considérer que la paix est mortelle, non pas au sens où elle serait d'un ennui mortel et où il ne s'y passerait rien, parce que la vie s'y protège d'elle-même en s'épuisant dans ses propres protections, mais au sens plus politique où ce qu'on nous présente, ce qu'on nous propose et nous vante comme la paix, ne voudrait rien voir, rien entendre et rien savoir de la misère, des injustices et des violences qui, de fait, la rendent illusoire et impossible. Le soupçon qui pèserait sur la plupart des discours de paix serait alors le suivant. Il ferait semblant de croire qu'il est possible et juste de parler de paix, de se réclamer de la paix et de l'invoquer en s'accommodant par ailleurs de cette misère, de ces injustices et de ces violences. Pour ceux qui les subissent, cette misère, ces injustices et ces violences, et qui en sont les victimes, cette paix qui fait comme si tout cela ne comptait pas, comme si tout cela n'interdisait pas de se dire même en paix, cette paix, à n'en pas douter, pourrait être tenue pour mortelle. Elle serait une façon d'entériner une situation de fait, de maintenir un statu quo, de se contenter, autrement dit, de la partition qui veut que la paix profite aux uns, tandis que les autres n'en tirent aucun bénéfice. Aujourd'hui, dans une Europe qui voulait il y a peu encore pouvoir se dire en paix, la paix serait mortelle pour tous ceux qu'elle oublie, les laissés pour compte de la paix, les dommages collatéraux de ces conditions, confortables aux uns, destructrices pour les autres. La question, en quelque sorte, pourrait se résumer dans les termes suivants. La paix est-elle soluble dans l'égoïsme des nations prospères? Avec ce que leur durcissement du droit des étrangers peut avoir d'impitoyable, de destructeur et de mortifère pour des centaines de milliers, sinon des millions d'hommes et de femmes dont ils ne veulent rien entendre, un peu partout dans le monde, et qui ne doivent surtout pas déranger le lit douillet de la petite paix qu'ils se sont aménagés. N'est-ce pas ce que nous rappelait déjà le philosophe tchèque Jan Patočka dans le dernier chapitre de ses essais hérétiques intitulé « Les guerres du XXe siècle », quand il fustigeait ce qu'il appelait les forces du jour et en appelait contre leur entretien autosatisfait à la solidarité des ébranlés. À la paix éternelle. En retenant cette inscription satirique gravée par un aubergiste hollandais sur son enseigne, où il avait fait peindre un cimetière. Quand on précise que la paix en question peut renvoyer de façon ironique à 3 objets. Elle peut valoir d'abord pour les hommes, en général. Elle signifie alors qu'il n'y a de paix que dans la mort, que les hommes ne connaîtront jamais la paix autrement que dans la mort, mais tout aussi bien qu'il sera toujours temps d'y aspirer quand on sera mort. En d'autres termes, qu'on trouvera la paix bien assez tôt, toujours trop tôt. Mais l'exergue peut aussi valoir, avec une ironie accrue, pour les souverains insatiables de guerre. Ce que dit alors l'inscription est qu'il ne faut pas trop croire les puissants. Il ne faut pas se laisser tromper par les grands de ce monde, les autorités politiques, ceux qui décident souverainement de la paix et de la guerre quand ils nous promettent la paix, quand ils invoquent la paix, par exemple en fermant les frontières, ou quand ils font des traités de paix sur le dos des autres, quand ils la proclament ou la décrètent, car la seule qu'ils connaissent, la seule en vérité qu'ils soient en mesure de promettre, est la paix des cimetières. Il existe enfin une 3e possibilité, que l'exergue concerne les philosophes et leurs songes, leurs beaux songes d'une paix perpétuelle et d'un monde de libre circulation généreux et hospitalier. L'enseigne alors est plus difficile à interpréter. En quoi le songe des philosophes serait-il synonyme de la paix des cimetières? La question en réalité mérite d'être retournée.
Les trois interprétations, en effet, sont articulées les unes aux autres. Elles reviennent à souligner communément la chose suivante qui permet de poser le problème dans toutes ses dimensions. Est-il vrai que, quoi que disent les philosophes, quoi qu'ils fassent, quelle que soit la paix qu'ils projettent, et pourquoi pas l'hospitalité dont ils rêvent, la seule qui est à la portée des hommes, compte tenu de l'insatiable folie guerrière des dirigeants, est la paix des cimetières. Ou, voilà la question kantienne, et elle est d'une grande lucidité, peut-on penser les choses autrement? Est-il possible d'énoncer une fois pour toutes les conditions qui devraient être impérativement remplies si l'on ne veut pas se payer de mots chaque fois que l'on parle de paix? Et ce qu'il faut aussitôt noter, c'est l'ironie de Kant, qui prend soin alors de souligner ce qu'un projet de paix établi dans ces conditions et avec ce niveau d'exigence a de subversif au regard des intérêts des États souverains. Il enjoint les acteurs politiques qui, de façon souveraine, décident de la guerre et de la paix, mais aussi de l'accueil des étrangers, des conditions donc de l'hospitalité, de ne pas trouver dans ce projet davantage de dangers qu'ils n'en trouvent en général dans les recommandations théoriques et principielles, les conseils et autres propositions que leur adressent les philosophes. De façon ironique, ils se protègent des foudres de l'absolutisme en faisant mine d'enjoindre le souverain absolu de ne pas prendre trop au sérieux ce qu'il raconte. Ce faisant, comme on peut l'imaginer, c'est exactement l'effet inverse qu'il produit, en mettant délibérément en évidence ce qu'au contraire, un tel projet aurait de menaçant pour l'État et ses prérogatives, à commencer par celle de savoir qui il est prêt à accueillir s'il s'avisait de prendre ce projet au sérieux. Et donc il y va autrement dit, et c'est un point évidemment décisif, il y va d'une opposition et d'une contrariété. On ne saurait penser la paix, ni l'hospitalité qui en est la condition, on ne saurait penser l'une et l'autre de façon conséquente sans contrarier les calculs et les intérêts des États souverains. Il n'y a pas de discours de paix conséquent au sens où Kant l'entend, et tel qu'il va en exposer les principes et les conditions, ni sans doute de pensée de l'accueil des étrangers, qui ne suppose une telle contrariété. Cela signifie que penser et proposer la paix, voilà le paradoxe, penser et proposer la paix dans l'hospitalité, les penser de façon conséquente, c'est nécessairement entrer en conflit avec des forces, des puissances, que l'on contrarie dans leurs intérêts propres et particuliers. Comment un projet de paix, une idée de paix, pourrait-il être universel, adopter un point de vue hospitalier, cosmopolite, sans être conflictuel, sans entrer en conflit avec les forces qu'il contrarie? Mais entrer en conflit avec ces forces, n'est-ce pas introduire déjà au cœur de la paix une contradiction insurmontable? N'est-ce pas vouer la paix et l'accueil qu'elle porte en elle d'entrée de jeu à rester sinon une aporie, du moins un doux songe, le rêve d'un illuminé? Le projet de paix perpétuelle comporte 2 sections suivies de 2 suppléments et de 2 appendices. La première section énonce les articles préliminaires d'une paix perpétuelle, tandis que la seconde présente ses articles définitifs qui sont au nombre de 3. Premièrement, la constitution civile de chaque État doit être républicaine. Deuxièmement, il faut que le droit public soit fondé sur une fédération d'États libres. Troisièmement, le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle. Quant aux 2 suppléments, ils sont intitulés de façon énigmatique de la garantie de la paix perpétuelle et article secret pour la paix perpétuelle. Viennent enfin les 2 appendices qui sont évidemment capitaux. Premièrement, sur l'opposition qui se trouve entre la morale et la politique au sujet de la paix perpétuelle. Et deuxièmement, de l'accord que l'idée transcendante du droit établit entre la politique et la morale.
Même si, dans le temps imparti, nous devrons nous contenter d'une étude détaillée des articles préliminaires, tous ces textes mériteraient qu'on s'y attarde, et il convient de ne pas les séparer. Ils donnent surtout, comme le souligne Derrida dans la lecture qu'il en propose, le cadre juridique et politique dans lequel doit se déployer la réflexion sur l'accueil des étrangers. Encore une fois, nous sommes alors en 1795. Et pour dire les choses simplement, ce que les nations européennes vont entreprendre durant les 2 siècles suivants et jusqu'à nos jours, c'est à peu près, point par point, il faut le reconnaître, le contraire systématique de tout ce que recommande Kant, comme si elles s'étaient ingéniées, ces nations européennes, à rendre la paix impossible dans les conditions qu'il préconise comme une condition absolue, à tel point qu'en prenant le contrepoint des principes kantiens, en inventoriant toutes les violations possibles des règles qu'il propose de reconnaître comme les conditions sine qua non d'une paix durable, on pourrait lire en filigrane les grandes lignes de l'histoire de l'Europe, des guerres napoléoniennes aux 2 guerres mondiales, en passant par les conquêtes coloniales, sans parler de la création de la Société des Nations. Cette organisation de la communauté internationale fondée sur l'exigence de paix, mise en échec par la montée des fascismes et la mise en place de régimes autoritaires et totalitaires, une organisation qui prétendait pourtant s'inspirer pour une large part des principes kantiens. Et au-delà, on pourrait continuer encore, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. La question que l'on est alors en droit de se poser, c'est de savoir dans quelle mesure aujourd'hui les tenants d'une fermeture des frontières, les partisans d'un durcissement sans fin des politiques migratoires, en Hongrie, en Pologne et ailleurs, en Europe comme aux États-Unis, ne sont pas en train de renouer les fils de cette terrible histoire de la façon la plus régressive qui soit. Aussi, la pensée de Kant sonne-t-elle comme un avertissement. Attention à ne pas nous payer de mots, nous dit-elle, quand on nous parle de paix ou quand on nous propose la paix. Ne soyons pas les dupes de leur idée de la paix, dupes de toutes les constructions éthico-politiques qui ont la paix pour objet, à plus forte raison quand elles prennent la forme institutionnelle d'un traité. L'histoire du XXe siècle, au demeurant, est remplie de ces accords de paix qui, parce qu'ils impliquaient des compromis avec certaines formes de violence, n'étaient rien d'autre que la ruse et l'alibi d'une violence plus redoutable encore. Des accords de Munich au pacte germano-soviétique, pour ne rien dire des négociations de paix au Moyen-Orient. Est-ce cela, pourrait-on se demander alors, qu'ont mis en place les Européens pour faire face avec la Turquie à la crise des migrants? Revenons à Kant. La question pourrait être quand, comment, sous quelles conditions est-on la dupe de la paix? Quand trompe-t-on les autres ou se laisse-t-on tromper avec la paix que l'on propose et qui nous est proposée? N'est-on pas une telle dupe lorsqu'on prétend fonder la paix sur un déni d'hospitalité partagé par les grandes et moins grandes puissances? Tout l'enjeu de la première section du traité est là, et il est significatif que son premier article porte sur l'intention, c'est-à-dire sur la volonté. La première condition, en effet, qui constitue le préalable à toute réflexion et à toute discussion, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction entre les paroles et les intentions, que les mots, autrement dit, s'accordent avec la volonté. La paix, c'est d'abord une question de langage et de crédit dans la parole donnée. Dès lors qu'elle suppose un pacte, un traité, un accord, elle implique une parole qui engage et qui promet. La responsabilité de cet engagement et de cette promesse, et elle exclut la ruse, le mensonge, le parjure. Autrement dit, la première façon qu'on a de se payer des mots de la paix, c'est de ne leur accorder aucun crédit. C'est de vider de leur sens les paroles de paix au moment même où on les prononce. Et ce que montre alors très bien Kant avec une étonnante et prophétique lucidité, c'est que cette clause n'a rien d'abstrait. Car il y a des façons très concrètes et historiquement clairement identifiables de vider presque malgré soi les paroles de paix, les traités et les accords de tout sens, parce que l'intention n'y est pas.
Il y a des façons de compromettre la paix avant même de l'avoir proclamée. N'est-ce pas cela qui arrive à l'Europe aujourd'hui dans la façon si profondément divisée qu'elle a depuis plusieurs années d'affronter la crise des migrants? N'est-ce pas d'un tel court-circuit de l'idée européenne porteuse de paix que témoigne la cacophonie des paroles, le désordre des décisions souveraines, dont varie seulement le degré de réticence et d'hostilité? Je cite Kant: un traité de paix doit anéantir tous les sujets de recommencer la guerre, présents et à venir, et même encore inconnus aux parties contractantes, fussent-ils découverts parmi les documents poudreux des archives par la sagacité la plus raffinée. Ce que Kant, ça en dit beaucoup sur les guerres de notre temps, sans sens de Kant. Ce que Kant nous donne à comprendre avec une étonnante perspicacité, et ce à quoi il donne droit, c'est le lien entre la promesse de paix qu'au-delà du présent de sa déclaration, le traité engage pour l'avenir et la mémoire du passé qu'il régule. Tout traité de paix se doit de régler définitivement les comptes du passé. Il implique même plus explicitement un pari sur le caractère définitif de ce règlement. Kant ne le dit pas, car le problème ne se pose pas alors dans les termes où il se pose aujourd'hui, après 2 guerres mondiales et beaucoup d'autres, mais cette question du rapport au passé et même du règlement des dettes du passé, des comptes de la mémoire, de tout ce qui fait de ce rapport, autrement dit, l'objet d'un calcul. Cette question donc, c'est évidemment, comme Derrida nous aura appris à le penser, ce qui lie la responsabilité aporétique de la paix à une autre responsabilité qui l'est peut-être tout autant et qui est celle du pardon et de la réconciliation. Voilà qui n'est pas sans rapport avec la question de l'hospitalité, tant il est vrai que derrière son déni ou son refus, on retrouve trop souvent le spectre de dettes impayées. Cela est vrai sans doute de ce qui lie les unes aux autres les nations européennes, mais cela l'est plus encore de la façon dont, en France notamment, on fait peser sur les étrangers les fantômes de l'empire colonial. Peut-il y avoir paix durable sans réconciliation? Ce que Kant appelle les sujets de recommencer la guerre peuvent-ils être anéantis, réellement anéantis, tant que les blessures de la mémoire restent à vif? N'est-ce pas cela, par exemple, qui aura limité et compromis à l'avance, en 1919, le traité de Versailles, qui mit l'accent sur les réparations exigées par le vainqueur, au détriment de l'exigence éthique et politique de la réconciliation? Mais n'est-ce pas aussi l'impensé de tous ceux qui regardent avec suspicion les migrations venues de l'autre rive de la Méditerranée, parce qu'ils n'ont jamais accepté la décolonisation, nostalgiques qu'ils sont d'une grandeur perdue, largement fantasmée et idéalisée? Je cite encore Kant: se réserver tacitement des prétentions sans les déclarer, parce qu'on est trop épuisé pour continuer la guerre, compter sur d'obscures et d'anciennes prétentions qu'on pourra imaginer dans la suite, avec la mauvaise intention de les faire valoir à la première occasion favorable, une telle restriction peut tout au plus convenir à quelques casuistes jésuites. Voilà donc une première condition qui n'a rien d'anodin. Car ce qu'on doit retenir ici, conformément à l'interprétation proposée de l'Exergue à la paix éternelle et du commentaire qu'en donne Kant, c'est que dès cet article préliminaire, le projet entre en conflit avec les prérogatives des souverains, pour peu que la gloire de l'État soit identifiée à un accroissement perpétuel dont l'objet reste à déterminer, richesse, puissance, influence, par des moyens quelconques. Voilà le conflit. Tant qu'on raisonne dans ces termes, tant qu'on s'accroche à faire de la puissance, du prestige, du rayonnement, etc., la finalité d'une politique, tant qu'on fait de chacune de ces figures de la croissance une évidence de la pensée et de l'action, il y a fort à parier que la paix reste une ruse ou un vain mot. C'est ainsi que s'opposent 2 figures de la perpétuité: les conditions d'une paix perpétuelle,
sont incompatibles avec la logique d'un accroissement perpétuel. Or, c'est tout l'inverse que mettent en œuvre les États, persuadés au contraire, en ce qui les concerne, chacun pour soi, singulièrement et souverainement, que la paix a d'autant plus de chances d'être préservée que leur sécurité est assurée et que celle-ci ne saurait l'être sans l'entretien constant, sinon l'augmentation permanente de leur puissance. Ce que Patočka soulignait dans ces termes en faisant le bilan des guerres du XXe siècle, essentiellement des 2 guerres mondiales, l'est-il moins de celles du XXIe? Et donc je vous cite ici Patočka. L'immense œuvre de relèvement économique, les avantages sociaux sans précédent, dont on n'avait même jamais rêvé et qui ont été mis si rapidement au premier plan dans cette Europe rayée de la carte de l'histoire mondiale, montrent que ce continent a opté pour la démobilisation, n'ayant plus d'autre choix. Cela sert en même temps à creuser l'abîme entre les beati possendetes, les heureux possédants, et ceux qui, sur cette planète, riche en énergie, meurent de faim, à approfondir dans l'état de guerre. Ce qu'il faudrait, fin de citation, ce qu'il faudrait ajouter alors, lisant Derrida, c'est la façon dont la course à la puissance qui perpétue la guerre dans la paix ouvre une perspective dans laquelle mériteraient d'être interrogés tous les arguments qui font état de considérations économiques pour justifier le déni de l'hospitalité. En d'autres termes, mais Kant ne va bien sûr pas jusque-là, si l'on veut penser les conditions préliminaires d'une paix perpétuelle, il faut penser autrement. Il faut peut-être même repenser radicalement, sinon déconstruire, comme Derrida nous aura appris à le faire, la notion de souveraineté. N'est-ce pas cela qu'effectivement il nous aura appris à penser? Serait-il alors serait-il exagéré? C'est une question que je pose ici à tous les grands spécialistes de Derrida qui sont en face de moi. Et je le demande à vous qui éditez, lisez, travaillez ces séminaires. Serait-il exagéré de faire dans cette perspective des illusions et des conditions de la paix l'un des fils conducteurs secrets qui relient les unes aux autres ces questions de responsabilité qui auront dessiné les linéaments d'une éthique hyperbolique? Dans le fond, en préparant cette culture, je me dis, mais dans le fond, est-ce que la grande question de l'éthique hyperbolique, la question qui relie toutes les questions de la démocratie à venir, le secret, le témoignage, le pardon, c'est pas précisément la question de la paix, la question de des inconditionnelles conditions de la paix. Ces illusions et ces conditions, ces illusions et ces conditions, ces inconditionnelles conditions de la paix, ces illusions et ces conditions ne sont-elles pas le lieu même alors où cette éthique hyperbolique enjoint le politique? Il faut entendre aujourd'hui, dans les temps sombres qui sont les nôtres, la résonance inédite que prennent ces questions, le nationalisme, l'hospitalité, le secret, le témoignage, le pardon, la peine de mort, la souveraineté. Si je disposais d'un temps infini, j'aurais aimé montrer le sens renouvelé que prend ou que prendra dans le futur chacune de ces questions, alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe. On m'a dit, pour le dire, c'est-à-dire que face à ce qui nous attend avec cette guerre, nous allons avoir besoin de lire, de relire et de relire encore ces séminaires de Derrida, parce que c'est là que résident les grandes questions autour de la paix que nous n'allons pas pouvoir manquer de nous poser et dont certaines se posent déjà. La question de l'hospitalité en premier lieu, la question de la souveraineté évidemment, mais la question du pardon, la question du témoignage dès maintenant. C'est-à-dire, si vous regardez tous les thèmes qui surgissent à propos de cette guerre, ils dessinent tous les thèmes des séminaires en réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est déjà à savoir comment on recueille les témoignages, comment on peut, les témoignages des crimes de guerre, etc. Même, voilà, bref. J'en reviens à la question des migrants qui n'en est évidemment pas déconnectée. Que la déconstruction de la souveraineté, seule garante d'une paix crédible, soit un enjeu considérable
dans le cadre d'une réflexion sur l'hospitalité, ne fait aucun doute, si l'on veut bien se souvenir que la plupart du temps, c'est au nom d'une conception jalouse de la dite souveraineté que son principe se voit contesté. Rappelons-nous les tergiversations des dirigeants européens ces dernières années. C'est pour défendre l'idée qu'ils se font d'un contrôle souverain de leurs frontières que les États se sont montrés impuissants à adopter une politique commune, généreuse et hospitalière, digne à la fois de l'histoire et de l'esprit, s'il en fut, de la construction communautaire, pour affronter la crise des migrants. Il est significatif au demeurant qu'en Europe, les formations politiques les plus souverainistes, anti-européennes, soient également les plus hostiles aux migrants. Et pourtant, une certaine idée de la souveraineté reste indispensable dans le cadre de ces mêmes conditions. Elle constitue, elle aussi, par le respect qu'elle implique, une garantie contre l'hégémonie d'un prétendu droit de conquête. Et c'est souvent comme un déni de souveraineté que la guerre commence, comme l'invasion de l'Ukraine nous l'aura rappelé ces derniers mois. Aucune paix, autrement dit, n'est possible si la souveraineté des États n'est pas considérée elle-même comme inviolable. C'est pourquoi, rappelle Kant, l'État doit être considéré comme une personne morale et non comme un individu détenteur d'une propriété qu'il peut échanger, acheter ou donner. Il en résulte que l'idée de souveraineté est en elle-même contradictoire et ambivalente, ou si l'on veut que du point de vue de la paix, elle s'apparente à ce que Derrida, lisant Platon, nous a appris à penser sous le nom de pharmacone, à savoir un remède autant qu'un poison. Voilà la difficulté. Le respect de la souveraineté des États est censé protéger la paix de l'invasion et de la conquête. Mais il peut aussi bien la compromettre ou l'empêcher. Si la respecter signifie s'interdire d'entrer en conflit avec ce déni d'hospitalité que la nation supposée souveraine défend comme son intérêt, au point d'en devenir menaçante pour le reste du monde. Quelle menace? Celle qui advient lorsque la dite communauté internationale se replie sur une identité fantasmée, rognant sur les libertés d'opinion, d'expression ou de culte, et quand elle cède à la tentation de la pureté nationale, avec la volonté folle et meurtrière de superposer de force une souveraineté prétendument perdue sur une pureté originelle introuvable. Il y a juste une chose que je dois quand même vous préciser sur les circonstances dans lesquelles j'ai écrit ce texte. Je l'ai écrit dans les semaines qui ont précédé l'élection présidentielle en France, et donc c'est évidemment un texte porté par l'inquiétude que nous avons pu ressentir pendant les semaines et les mois qui ont précédé cette élection présidentielle, quand la montée du Front National, de l'extrême droite, des différentes formations d'extrême droite, semblait absolument inexorable. Donc voilà, quelle menace, voilà d'où ça vient, si on peut dire, celle qui advient lorsque la dite communauté nationale se replie sur une identité fantasmée, rognant sur les libertés d'opinion, d'expression ou de culte, et quand elle cède à la tentation de la pureté nationale avec la volonté folle et meurtrière de superposer de force une souveraineté prétendument perdue sur une pureté originelle introuvable. Pourquoi parler de poison? Qu'est-ce qui est empoisonné? L'une des difficultés auxquelles on se heurte quand on veut penser l'hospitalité comme une condition de la paix tient à la volonté des peuples. Comment comprendre le succès croissant, un peu partout en Europe et dans le reste du monde, de formations politiques xénophobes qui n'ont d'autres rêves que cette superposition fantasmatique? Comment rendre compte de la supposée volonté populaire d'un durcissement des conditions de l'hospitalité dès lors que cette supposition est confirmée par les urnes? Que faire contre la dite voix des peuples quand ces voix semblent s'accorder à considérer que la paix ne s'accorde pas avec l'accueil des étrangers? Est-ce le résultat d'un empoisonnement? C'est alors qu'il importe de donner droit à une autre condition de la paix énoncée par Kant, une condition qui porte précisément sur la nature de la souveraineté. La paix n'est possible, nous dit l'auteur du projet de paix perpétuelle, que si cette souveraineté est républicaine. Comment l'entendre? Si l'on veut bien suivre Kant,
il convient dans cette perspective de prendre en considération plusieurs aspects supplémentaires du respect de la souveraineté. Celui qui nous importe dans le cadre d'une réflexion sur l'hospitalité tient à la relation que la dite souveraineté implique entre l'État et les citoyens. Ce qui fait qu'un État ne peut être échangé, marchandé ou vendu. Ce qui est la plus juste façon de comprendre rigoureusement ce que signifie la notion de souveraineté, c'est en effet d'abord et avant tout la relation qui lie cet État à la société des hommes qu'il gouverne, laquelle doit reposer, Kant le dit explicitement, sur un contrat. Il s'agit là d'un point capital qui lie la possibilité de la paix à un type de constitution déterminée. Il a pour conséquence le premier article définitif sur la paix perpétuelle, selon lequel la constitution civile de chaque État doit être républicaine. Et ce qui apparaît alors clairement, c'est que les conditions d'une appartenance à la République ne peuvent pas être restrictives à l'infini. Elles ne peuvent prendre en compte des considérations d'origine, de culture, de croyances et d'opinion. Elles ne peuvent pas être, autrement dit, sélectives ou discriminantes. L'État ne peut pas décider arbitrairement avec qui il accepte de contracter et avec qui il refuse de le faire, au risque de brouiller la frontière qui le sépare des autres types de régimes, cessant par là même d'être républicain au sens de Kant. Au fil conducteur d'une libre lecture de Kant, nous sommes mis en quête du lien entre la paix et l'hospitalité. Le projet de paix perpétuelle nous permet d'aller plus loin encore. Il ne saurait y avoir de paix, insiste Kant, sans une confiance dans les principes de l'ennemi. Voilà ce qui impose la forme républicaine comme une condition. Elle garantit entre deux États la possibilité de ce crédit minimal qui rend la paix possible, à la différence de ceux dont l'absence d'un tel principe rend tout compromis avec eux impossible. C'est ce qui fait de la République une condition. On ne saurait accorder quelque confiance que ce soit dans les principes, quels que soient ceux qu'il déclare reconnaître et qu'il affiche pour assurer les autres de sa bonne volonté. On ne saurait donc accorder quelque confiance que ce soit dans les principes d'un État qui n'est pas républicain. Mais qu'est-ce qu'être républicain ? Dans un sens qui ne se laisse pas reconduire à celui qu'il a pris sur la scène politique américaine, ni d'ailleurs dans le paysage politique français récent. À quoi reconnaît-on que la constitution civile d'un État est républicaine ? À ceci explique l'auteur du projet de paix perpétuelle qu'elle est établie, je cite, sur des principes compatibles, premièrement, avec la liberté qui convient à tous les membres d'une société, et je souligne le tout, tous les membres d'une société, en qualité d'hommes. Deuxièmement, avec la soumission de tous à une législation commune, c'est-à-dire pas de législation d'exception pour telle ou telle catégorie de la population ou de citoyens. Enfin, avec le droit d'égalité qu'ils ont tous comme membres de l'État. Tous, dit Kant, 3 fois. Tous les membres d'une société, la soumission de tous à une législation commune, le droit d'égalité qu'ils ont tous comme membres de l'État. Tous. On ne saurait faire plus explicitement le lien entre la servitude et l'entretien de la guerre. Les conditions de la paix, donc là, ça c'est la fin du paper, j'arrive à la fin, et là, c'est vraiment inspiré par la guerre aujourd'hui en Ukraine, et par, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et par, dans le fond, ce que j'ai pu observer pour ma part d'assez près, qui est la disparition de destin, entre le destin du peuple russe d'un côté, en tout cas de la population russe d'un côté, et le destin de la population en Ukraine et en Moldavie. Au début, c'était un seul et même, avant 1991, c'était un seul et même État, donc en quelque sorte. Et puis ce qui s'est passé en 1991, c'est que progressivement, après l'indépendance de l'Ukraine et de la Moldavie, progressivement l'Ukraine, le peuple moldave, le peuple ukrainien s'est donné des institutions démocratiques, une liberté de la presse, une liberté de l'opinion, des lieux de culture, voilà, une vraie pluralité, c'est-à-dire quelque chose qui correspond en gros à ce que Kant appelle une constitution républicaine. Et ça n'est pas du tout la même chose, évidemment, comme vous le savez, après une très très brève parenthèse, ce qui s'est passé pour, je ne parle pas du peuple, de la population russe en Russie, sur le sol russe,
c'est d'être progressivement ressaisi par toutes les formes de privation qui appartenaient déjà au régime précédent. Donc, à quoi reconnaît-on, je relis parce que c'est là que ça prend son sens, à quoi reconnaît-on que la constitution civile d'un État est républicaine, à ceci expliquant qu'elle est établie sur des principes compatibles premièrement avec la liberté qui convient à tous les membres d'une société en qualité d'homme, deuxièmement, voilà, avec la soumission de tous à une législation commune comme sujet, enfin avec le droit d'égalité qu'ils ont tous comme membres de l'État. Tous, on ne saurait faire plus explicitement le lien entre la servitude et l'entretien de la guerre. Les conditions de la paix sont d'autant plus compromises que le peuple est privé des libertés fondamentales, celle de croire, de penser, mais aussi de s'informer pour juger en toute connaissance de cause. Et l'on ne saurait faire confiance à des gouvernants qui maintiennent leur peuple dans cette forme de servitude pour conclure avec eux une paix durable. C'est peu dire qu'aujourd'hui, la soumission du peuple russe à la volonté d'un dictateur qui le prive de la possibilité de juger de sa guerre par lui-même est la première raison de sa poursuite. Parce que la paix intérieure dont jouit le peuple russe est la paix des cimetières, ses dirigeants ont tout loisir de semer la mort et la désolation en Ukraine. Mais ce que nous dit Kant également, c'est que toute forme de discrimination intérieure, quelle qu'elle soit, toute oppression visant une minorité déterminée, traitée en ennemie parce que considérée comme étrangère, tout manquement principiel aux règles et aux lois de l'hospitalité est incompatible à ce qui permet de faire d'un État donné un partenaire légitime pour la paix. Entrer dans le détail de ces trois critères demanderait un temps infini, tout comme l'examen des deux autres articles ainsi que celui des appendices. Mais j'en tirerai provisoirement quelques éléments de conclusion pour la réflexion que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. La construction européenne, soulignai-je en commençant, est indissociable d'une volonté et d'un projet de paix. Elle devrait donc supposer de chacun des États le respect des critères que l'on vient d'exposer. Est-ce toujours le cas? Laissons de côté la guerre en Ukraine. Retour à la crise des migrants qui n'a jamais cessé. Il faut être aveugle pour ne pas voir que les mesures discriminantes adoptées par plusieurs pays européens à l'est de l'Europe et ailleurs d'ailleurs, leur hostilité aux étrangers, leur repli sur des critères nationaux, culturels ou ethniques largement fabriqués vont dans le sens opposé de cette liberté et de cette égalité dont Kant fait le critère d'une constitution républicaine. Le rêve européen d'une paix durable se serait-il fracassé sur la crise des migrants comme il s'est déjà fracassé dans le passé? Depuis plusieurs années, la Hongrie n'a cessé d'adopter de nouvelles lois durcissant les dispositions prises à leur encontre. Ceux qui sont arrivés sur son sol ont été parqués dans des camps d'internement qui rappellent les pires souvenirs de l'histoire de l'Europe en guerre. Et si l'on en croit de nombreux témoignages exposés aux brutalités policières, est soumis à des traitements dégradants. Le droit de tirer avec des armes non létales sur les nouveaux arrivants a été donné aux policiers massés aux frontières. Le gouvernement hongrois a organisé un référendum pour demander aux citoyens hongrois de s'opposer à la répartition obligatoire et de dire non à la politique d'immigration que la Commission européenne tentait péniblement de mettre en place. La liberté de la presse a disparu depuis longtemps. Ainsi, les principes sur lesquels repose la construction européenne ont été bafoués les uns après les autres. Aucun prétexte n'aura été plus efficace pour justifier leur enterrement que la peur des étrangers. Sans doute et heureusement, n'y a-t-il aucun risque de guerre avec la Hongrie, comme avec les pays qui adoptent des mesures similaires aussi directement attentatoires aux libertés fondamentales. Mais qui dira que la paix qui les intègre dans l'Europe n'est pas illusoire? Qui dira que leur déni du plus élémentaire principe d'hospitalité n'est pas le symptôme premier de ce faux semblant de la paix dans lequel la guerre avance à visage à peine couvert? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.
Mark, thank you for such a beautiful and thought-provoking talk. It was just amazing. Thank you very, very much. We have about 15 to 20 minutes for questions. We will have to leave here at 5:30 on the dot because there's another event in here tonight. Thank you. You may ask your question in French or in English. And if you ask it in English, please ask it slowly, not too fast. Okay, thank you for this very enlightening lecture. I was wondering about one phrase that you used here when referring to Derrida and other intellectuals who has the obligation or this critical capability to resist melancholy of history. And I was wondering if you think that there nevertheless is a necessary connection between melancholy and peace. Is melancholy somewhat necessary for thinking of peace? Yeah, okay, I will just tell you why I'm using this word melancholy, this expression melancholy this word. It's really what I am working on now. And I have published a few months ago in French a book entitled Le désir de résister. And what is the subtitle? Le désir de résister, the desire of resistance. Un esprit critique pour notre temps, a critical spirit for our time. And the first sentence of this book, first phrase is, it's urgent now to understand in which way and in which measure we may still resist to the melancholy of history. And melancholy of history, how I understand the sentence, okay, that's, well, a few weeks ago, I was in Chicago because I organized a conference which is Living with Plague. And I was and of course, and some students were there, PhD students. I came in Chicago with some of my PhD students who came with me. And I was very surprised how some of my students and young people, and also my children and the friends of my children, they all feel now that they won't be able to possess their life, that their whole life has fallen outside of their, as Antonin Artaud said, leur vie est tombée hors d'eux-mêmes. Their life escaped from themselves. And it is due to, of course, nuclear threat, climate changing, war in Ukraine, pandemic, security states, and things like that. And so the melancholy of history is, why do we have to resist? We have to resist first to, you say resist to or against, you see? I say, you have to, okay. First you have to resist this feeling that there is nothing more to say, to act, to understand, to work on, no more engagement possible, and things like that. That's okay. But there is another thing, and it's closer to my presentation today. Politics, hatred, emptiness. And so the fact is, when you have this feeling, this melancholy of history, it's not lost for everyone. It means that what appears then, it's a temptation of violence. It's a temptation of violent issues. And so in this book, The Desire of Resistance, it has a large part of the chapters are devoted to this question. So does it answer your question? Is it okay? Thank you. I don't want to be too long because we have no many times, and if there are other questions, I would like to be able to answer all of them.
Gil, you may ask your question in both languages. Merci Marc. Tu m'as, l'autre jour on a parlé, tu m'as presque provoqué à te poser une question. Donc je vais te la poser, mais je ne vais pas me servir de mes mots. Je te lis quelques phrases que tu vas reconnaître. S'effarer que les événements que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle, on va dire au XXIe siècle, c'est marquer un étonnement qui n'a rien de philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n'est à comprendre que la conception de l'histoire, d'où il découle, n'est pas tenable. Tu reconnais? Non. Benjamin, le concept de l'histoire. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. J'ai juste envie, ma question c'est, au lieu de la conception de l'histoire, puisque c'est la question qu'on vient de te poser, ma question c'est la conception de l'Europe. Okay. Well, okay, I will answer your question. I will answer your question about Europe. Okay. I still, you know, I will give you a political answer today. Okay. Probably I share with you all the critics that you have. I have no illusion about European history, and I hope that in my paper I made that at different points that I have no illusions about that. But now in Europe is a very political question. It's a very European community is also a political question. It is a matter of a debate and it's a matter of a fight. And so I still want, even as Derrida did, of course, as Derrida did in L'Autre Cap and many other opportunities, I still want to believe in a possible Europe. Of course, maybe in a Europe to come, as he believed in a democracy to come. I think, maybe it's at the end of L'Autre Cap. Michael, you have translated the book, you should know that. If there is a sentence at the end that I have quoted many times, even in your translation, it's about Europe, or is it in, maybe maybe it's in the book on terrorism, it's a 9/11. He say about Europe, I decipher, I hope, and I wager. And that's exactly my position about Europe. So does this question satisfy you? No, but okay. Okay, we may talk about that, but well, my position is exactly this one. Okay, I don't want to throw Europe as you throw the baby with the water of the bath. Thank you very much, Mark, for a wonderful talk. A short comment, which was you mentioned Poland in the same breath as Hungary as antagonistic to migrants. But I note that, and this is true, but Poland has been very welcoming to Ukrainians. So it's not. Okay. Yeah. Well, about this question, yeah. Poland, as we know, okay, Poland, as you know, as during these five last months, welcomed very well the Ukrainian migrants. Yes. Okay, as other countries, as all European countries did, but it was not the same story a few years ago with the migrants coming from the other side of the Mediterranean, as I focused on all along the paper. And there is today, and that's an incredible and very difficult paradox to admit. But the welcoming of the migrants coming from Ukraine is an absolute necessity. Of course, I don't say anything, but it's an absolute necessity. But he revealed, by contrast,
how they didn't welcome Yes. the migrants coming from Syria, from Iraq, from the other. And so it revealed how hospitality is conditional. There was also this other question about the students, because I've been involved in this, about the students in Ukraine needing to be registered in European universities. But in Ukraine, as in Russia, as in many other, there were many students coming from Africa, and North Africa, and in Poland and in other European countries, they decided that okay, we will welcome the European students, but the African students, they have to go back in the country. This was not my question. I'm sorry. This is okay. Just a very small point. Of course, you're right. Poland has a long history of discrimination. My question was a phrase you use in a few places, a fantasized identity, phantasmatic. And when you speak of identity, where did it go? Identitary phantasms in English, which of course are exclusionary and discriminatory. My question, and it's a real question, une vraie question, is what other kind of identity is there? What other kind of identity is there as this one? Other than a fantasized identity? Well, okay. So thank you for this very interesting question. I have developed for many, many years now in many other books theory of what I call heterogeneous identity. It means that the identity, if we want to keep the name, because it's a problem, do we have to keep the name identity, the word identity? Identity is also a result of translation. It can't never be referred to origin. And okay, I will tell you in Derridian words. For me, a major thinking for now, more than 20 years about cultural identity, linguistic identities, things like that. One of the major sources of inspiration for me has been L'Autre Cap, the overheading. And as you remember, there is this sentence, Michael, I'm not sure, I will translate myself. It's not a translation, you will correct me. Derrida says something that is absolutely brilliant. It says a monogenealogy is always a mystification. Monogenealogy is always mystification. But when he writes this, monogenealogy is always a mystification. It means that you may have another genealogy. And this genealogy, and there is only way to do that, is to recall the translation. And it's from that point that I developed the idea that any identity, individual, collective, national, any kind of identity is first plural, of course plural, diverse. It's a becoming. It means that any identity is always becoming different as itself. And it is, for that reason, heterogeneous. It is made from all what has been transferred, translated, exported, for the worse and for the best, because it's also the result of terrible wars, of conquest wars. Okay. The translation that made identities, the translations that made identities heterogeneous is not a matter of peace. It has been made through conflicts, through... Did I answer your question? Okay. Any other questions? Okay, one more. So I just wanted to ask a different kind of question. You mentioned some of the ideals or necessary conditions of peace
which belong to certain philosophical tradition, namely to the liberal philosophy, like freedom of speech, freedom of thought, of making judgment. And I was wondering, do you think that there has to be another set of such conditions included, like material conditions, economic conditions, as some kind of necessary supplement to this liberal tradition, which is... Yes, I do. Yes, I do, because anyway, you know, this, if we are thinking about, we can't disconnect, okay, we can't disconnect material conditions, as you say, to political conditions, okay. There are different levels of citizenship, and when I have talking, okay, Kant wouldn't have said that, okay. When I was talking about the fact that, let's say, through Kant's concept, a republican state is a state without exclusion, okay. You have material, of course, you have many, everywhere, material conditions that create exclusion. And so in that sense, the paradox is that we could say, but I'm sorry, because that's very melancholic to say that there are no states at the level of what Kant names Republican Constitution. Because if we think about that, the terrible conclusion that we can take from Kant's conditions, it has there be no country all over the world that respect these conditions. Okay. Does it answer your question? Yeah, to some point. No, I just want to... Yeah, it's just... Okay. Can we? Everyone wants a drink now. Yeah. I think it's time for a drink. But before we have a drink, there is a drink for you. Oh, thank you very much. Okay. And it's not the same as Peggy's. It's different. So it's from, I think it's a Cabernet Sauvignon, is it? It's a Shiraz. Oh, Shiraz, that's right. So I hope you like Shiraz. If you don't, let me know. I like it. Thank you very much. Thank you. Can we thank Mark? And I want just to thank again Philip Lin for his amazing translation, because without him, it wouldn't have been, of course, and please we can, yeah, and I do the same, because without Philip, it wouldn't have been the same session. Thank you.